Alors aujourd'hui c'est une entité qui n'existe qu'au Cambodge et qui a deux activités. La première, c'est du conseil en investissement, donc du conseil traditionnel de corporate finance. On lève des fonds, on crée des business plans, des études de faisabilité, on fait de la fusion-acquisition dans une certaine mesure, c'est pas très sophistiqué au Cambodge. Et la deuxième activité, c'est de l'investissement dans des PME, et des PME avec un impact social et ou environnemental de préférence. À ce titre, il y a un segment qui s'appelle le segment du missing middle, qui sont les PME dans ces pays frontières qui n'ont pas accès au financement et qui pourtant sont vraiment la colonne vertébrale de l'économie. C'est 80% des entreprises, ça crée au moins 50% des emplois dans ces pays. Malheureusement, les banques ne leur prêtent pas parce que les banques sont très frileuses, on va dire, dans ces pays. Et la plupart du temps, ces sociétés n'ont pas de compte, sont encore assez informelles. Elles fonctionnent très bien, elles ont des managers vraiment très intelligents, mais elles ne sont pas transparentes. Donc, il n'existe pas encore aujourd'hui de vraies méthodologies dans le monde pour pouvoir identifier les besoins de ces entreprises et leur apporter du capital et surtout leur apporter un accompagnement en termes de management. C'est-à-dire qu'on va chercher les projets, on doit les étudier, monter des business plans, former les entrepreneurs, chercher les financements, structurer les financements et faire le suivi des projets. Donc c'est énorme en quantité de travail. Là où dans d'autres pays plus développés, on se concentre juste sur une toute petite partie de la chaîne, nous on la gère en entier. Et donc on doit développer une expertise presque à tous les niveaux et c'est extrêmement compliqué vu le manque de ressources humaines qu'on a. On est une quinzaine de personnes, on a investi dans 5 projets. Je dirais pour une valeur totale juste en dessous de 2 millions, donc ça reste modeste, mais encore une fois, je le vois comme un pilote, avec maintenant que le modèle est établi, la possibilité de le dupliquer et de l'amener à une autre échelle. Et pour le conseil, on doit avoir à peu près 500 000 $ de chiffre d'affaires. Donc ça reste également modeste, mais en sachant que ça permet de faire vivre l'entreprise et ça lui permet de continuer à investir dans des projets, ce qui est le plus important. Alors j'ai une mère qui est moitié cambodgienne, et donc qui est née, qui a grandi ici, qui au moment de la guerre est partie, qui a été envoyée en Afrique. Donc moi je suis né, j'ai grandi en Afrique, et j'ai toujours eu l'idée de revenir au Cambodge un jour ou l'autre, mais l'opportunité ne s'est jamais présentée. Et il y a 6 ans, je développais une banque de microfinance à Madagascar. Et je suis revenu en vacances et le pays était vraiment en train de se développer assez rapidement. Donc ça avait un sens, il y avait clairement une opportunité. J'ai rencontré une personne avec qui on a clairement eu des affinités et ça avait un sens de développer quelque chose. Il y avait une demande, il y avait un marché, donc j'ai sauté le pas et on a créé des Medco à ce moment. Scolarité en grande partie en Afrique. Ensuite, je suis arrivé en France, j'ai fait un tennis-études. Ne me demandez pas comment j'ai atterri là-dedans, avec des cours par le CNED. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, l'IPAG, à Paris. Et il y avait un aspect intéressant, c'était le fait qu'il y avait un double diplôme, et avec une double spécialisation internationale. Donc j'ai pu partir pendant 1 an aux États-Unis, 1 an au Mexique pour valider mon diplôme, avec des périodes études et stages. Donc la première année, études dans le Missouri, stage en Californie, start-up internet, c'était l'époque. Et ensuite au Mexique, pareil, études sur la côte ouest, Guadalajara. Et ensuite j'ai travaillé à Mexico City, dans le même secteur. Ensuite, j'ai travaillé en Hollande. J'ai été recruté par cette start-up internet pour laquelle j'avais fait un stage en Hollande pour aider à ouvrir les bureaux en Europe. J'ai fait 1 an, bon, c'est l'époque où cette bulle éclate un peu et j'avais réussi à avoir quelques économies, donc j'ai pris une année sabbatique et j'ai fait un tour du monde.
Et donc Amérique latine pendant 8 mois, ensuite un peu d'Asie, un peu d'Europe Europe centrale, et j'ai repris des études après ça. J'ai fait un DEA en géopolitique, et j'ai commencé donc un doctorat, une thèse. Malheureusement, j'ai commencé à travailler au même moment, et donc ça prend beaucoup de temps, et j'ai dû interrompre ma thèse. Et là, je suis parti pour un organisme qui s'appelle Planète Finance, qui a été créé à l'initiative d'Atali. Et donc j'ai participé au développement d'une banque de microfinance au Mexique, à Veracruz, et j'ai monté celle de Madagascar juste après. Et donc après, il y a 6 ans, j'ai pris la décision de venir au Cambodge m'installer. La première société dans laquelle on a investi, c'est une boîte de déchets, une société de déchets. Donc elle était à Siem Reap, on a fait l'acquisition Enfin, c'est une société qui avait une licence pour la collection des déchets à Siem Reap et qui devait faire autour de 300 000 $ de chiffre d'affaires par an, donc ce qui est assez faible. Pour nous, il y avait clairement un potentiel. On a passé 1 mois avec des consultants. Alors, une équipe de consultants aux fesses du camion, ça veut dire à suivre les camions, à savoir combien de temps ils tournaient, par où ils passaient, à établir les routes, à établir la consommation de diesel, en sachant que c'est le coût principal. Une autre équipe qui suivait ce qu'on appelle les cash collectors, donc c'est ceux qui vont se faire payer, parce qu'on n'est pas payé par la municipalité, on est payé directement par les foyers. Donc on parle de 10 000 clients potentiels et c'est du porte-à-porte. Donc il a fallu suivre les équipes qui collectent, suivre les camions, étudier l'entreprise au niveau du siège. Donc c'est 1 mois de travail complet où on suit, on note et jour après jour on se rend compte de la véracité de l'information qu'on a obtenue. Et donc à la fin on fait une proposition et depuis, donc c'était une société sans compte en banque, qui payait pas de taxes, qui avait pourtant 200 personnes, une quinzaine de camions. Aujourd'hui, elle a 5 ans de compte audité, elle a une vraie gouvernance avec un reporting mensuel à ses actionnaires, des conseils d'administration organisés tous les 3 mois où une vraie direction est établie. Et aujourd'hui, on a plusieurs investisseurs qui souhaitent investir. Donc, ils n'auraient jamais pu imaginer, ne serait-ce qu'étudier cette entreprise auparavant. On l'a amenée à un niveau où elle est acceptable pour des investisseurs. Et en fait, le business model, il est là. C'est amener des entreprises informelles, mais qui ont un potentiel, mais qui ne seraient jamais visibles ou étudiables par des investisseurs, les amener à un niveau où il est possible de le faire. Donc, au début, on travaillait principalement pour les entreprises étrangères, donc les gros fonds d'investissement ou les grosses entreprises qui arrivent au Cambodge, qui ont une visibilité assez limitée. L'état de droit et la transparence sont encore des éléments qui manquent au Cambodge. Donc nous, le but, c'est de leur apporter un peu de cette visibilité et de les aider à bâtir des plans pour pénétrer le marché, les aider à finaliser leur business plan. Et de plus en plus, on a commencé à avoir des clients locaux cambodgiens, donc des grosses entreprises cambodgiennes qui, elles, se rendaient compte qu'elles avaient besoin de structurer leur entreprise si elles voulaient pouvoir discuter avec les investisseurs étrangers, qu'il leur fallait avoir des éléments de gouvernance, qu'elles ne pouvaient plus être non transparentes, que pour investir dans un projet et lever des fonds importants, elles ne pouvaient plus le faire avec un bout de papier écrit sur un coin de table, qu'il fallait vraiment des plans structurés. Donc dans un premier temps, on travaillait avec les entreprises internationales, dans un deuxième temps avec les entreprises locales qui ont besoin de ce genre de compétences. Il n'y a toujours pas de concurrence au Cambodge pour cela. Et donc la cible est totalement différente par rapport à l'investissement. L'investissement, c'est vraiment des petites PME non transparentes. On essaie d'identifier celles qui ont un potentiel, les développer et les amener à un certain niveau, alors que pour le consulting, c'est des gens qui connaissent leur métier et qui arrivent au Cambodge et qui ont besoin d'informations locales. Mais ces informations locales, nous, on les a. Finalement, on a réussi à développer une expertise.
Le recrutement. De la même façon, on est passé par plusieurs phases. Au début, venant des microfinances, j'avais l'habitude de monter des équipes locales, donc totalement cambodgiennes. Et donc en arrivant, j'ai recruté une équipe de 7-8 personnes qui étaient des analystes cambodgiens. Le problème, c'est que le niveau d'éducation de ces personnes n'était pas suffisant. Donc à la fin, je me suis retrouvé sous l'eau. Et donc il a fallu faire un arbitrage et recruter donc des jeunes occidentaux ou même asiatiques, mais des gens qui avaient travaillé dans l'investissement et qui pouvaient travailler en binôme et faire un transfert de connaissances aux analystes cambodgiens. Donc ça a été un premier problème, et on a toujours énormément de problèmes à recruter des gens avec des compétences dans l'investissement ou dans le conseil, je veux dire des locaux, des Cambodgiens. Ça reste un énorme problème. Le deuxième, c'est l'accès au financement. Finalement, on a essayé de créer un projet qui s'adresse, qui essaye de travailler sur la problématique de l'accès au financement des PME, mais les premières victimes, c'est nous. Pour obtenir des financements pour un projet, ça prend entre 6 et 18 mois, ce qui est extrêmement long. Voilà la raison, je l'ai mentionné tout à l'heure, les grands investisseurs ne sont pas encore là. Donc on a un réseau de petits investisseurs, des individuels aisés qui croient au Cambodge, qui sont au Cambodge, quelques fonds d'investissement, mais c'est limité. Donc finalement, on est nous-mêmes victimes de ce problème d'accès au financement des PME dans ces pays frontières. Tout simplement parce que le cadre juridique n'est pas encore assez clair, le potentiel n'est pas encore assez établi pour que les investisseurs traditionnels, institutionnels viennent. Mais ça évolue, ça commence à changer vraiment, depuis, on va dire, une douzaine de mois. Il faut vraiment faire la part des choses entre les pays émergents, donc on a eu droit aux BRICS, ensuite on a toute une série de pays qui, eux, représentent les futurs pays émergents, donc ça va de la Turquie à l'Égypte il y a 2 ans, on va dire, la Colombie, l'Argentine, l'Indonésie. L'Asie du Sud-Est en ce moment a énormément de presse. Il y a énormément d'intérêt pour l'Asie du Sud-Est, ne serait-ce que parce que ça représente un marché probablement l'un des plus grands marchés du monde, de plus d'1 milliard de personnes, une économie en transition, des vraies puissances qui se sont créées, le Vietnam, l'Indonésie. Au sein de cet ensemble qui est déjà très frontière, où tous les investisseurs ne vont pas, il y a des différences de niveau avec Cambodge, Laos, Myanmar qui sont clairement à la traîne, où l'état de droit n'existe pas, l'environnement légal permettant un minimum de garantir des investissements est toujours un peu faible, peu de transparence, beaucoup de corruption. Ce que je veux dire, c'est que les investisseurs institutionnels, traditionnels, les gros investisseurs ne sont pas au Cambodge, et ne sont pas encore là et ne sont pas prêts d'y être. On est encore dans les investisseurs frontières. Alors on a quelques fonds mais qui ont eu des difficultés à se monter, et plutôt des gens qui ont un appétit pour le risque, mais qui ont un lien surtout avec le Cambodge, qui sont venus, qui ont soit de la famille cambodgienne, soit se sont mariés au Cambodge, ou ont sous-traité au Cambodge. Ces gens-là ramènent d'autres personnes, et ce sont des investisseurs qui ont un appétit pour le risque. Mais les autres, très peu. Le Cambodge est parti beaucoup plus tard. Le Cambodge, c'est l'année 0, c'est 91, 92, les accords de paix de Paris. Donc, parti beaucoup plus tard, avec une élite décimée. Donc des gens non éduqués qui sont au pouvoir, et en grande partie qui le sont toujours. Donc des réformes qui vont moins vite, des infrastructures qui ont été totalement détruites. C'est un aspect extrêmement important. Le deuxième aspect, c'est petit pays, 15 millions d'habitants. Le Vietnam, c'est presque 90 millions. Donc il y a un intérêt pour une demande intérieure. Sur 80 millions de personnes,
très vite on se retrouve avec une classe moyenne minimum de 10 millions. Au Cambodge, on est encore à quelques dizaines ou centaines de milliers au mieux. Donc un vrai retard en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures, et deuxièmement un potentiel beaucoup plus limité par rapport au Vietnam, à cause de la population et à cause de la taille du pays, tout simplement. Okay. Le Cambodge est un pays très libéral, qui est conscient de ses faiblesses, on va dire, et qui a tout mis en œuvre pour être le plus attirant pour les investisseurs. Donc il n'y a pas de limite sur la propriété dans le cadre des entreprises, il y en a juste sur le foncier. Il n'y a pas de problème sur le rapatriement des dividendes, il y a la volonté de fournir des exemptions de taxes, de fournir un cadre comme des zones économiques spéciales pour les entreprises qui souhaitent délocaliser. Donc il y a vraiment une volonté d'attirer les investisseurs. Au contraire de pays comme le Vietnam ou la Thaïlande où c'est plus difficile. Donc il y a une vraie volonté, il y a une ouverture, il y a une stabilité politique, donc ça c'est important également. Et il y a un marché qui émerge. Donc oui, la question c'est pas si ça va décoller un moment, c'est quand. Maintenant, est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans? C'est difficile à déterminer et c'est plutôt en fonction des secteurs. Je dirais que si on parle de l'export, il faut une amélioration des infrastructures, du prix de l'énergie. C'est 2 des éléments clés pour toute l'industrie de l'exportation au Cambodge. Et ça arrive. On a plusieurs gros projets au Cambodge qui vont fournir assez d'électricité pour diviser par 2 le coût de l'électricité. Il y a énormément de projets d'infrastructures qui se montent. Il y a un cadre légal qui se met en place. Tout ça, c'est horizon 3 ou 4 ans. Donc, pour l'export, 3 ou 4 ans, ça devrait exploser, vraiment. Parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher que dans les autres pays et les infrastructures seront les mêmes. Aujourd'hui, elles sont moins bonnes que dans ces autres pays, donc les gens hésitent avant de faire le pas. Pour les business qui s'adressent à la population cambodgienne, il faut une classe moyenne. Cette classe moyenne existe, commence à croître, mais elle n'existe pour l'instant que dans les villes. Alors malgré un phénomène d'exode rural avec Phnom Penh qui grossit, qui représente 10% de la population du pays, qui est 10 fois plus grosse que la première ville derrière, effectivement il y a une classe moyenne, mais ça reste assez limité. On parle de probablement centaines de milliers de personnes. Donc un projet qui se base sur une demande de masse ne pourra vraiment exploser que quand la classe moyenne arrive à une certaine taille. Donc voilà, si on prend ces 2 éléments, l'exportation et la demande de masse, je dirais 3-4 ans pour tout ce qui est entreprise destinée à l'exportation, et probablement entre 2 et 6 ans pour la partie locale, demande locale.